Salut à toutes et à tous, bienvenue chez les Moots. C'est un petit peu le sous-titre que l'on pourrait donner à ce 21e épisode de Cold Facts, un épisode un petit peu spécial, vous l'aurez compris, puisque nous avons eu le privilège de nous entretenir pendant plus de 45 minutes avec l'une des figures emblématiques du club bernois, celui qui, selon nous, incarne véritablement toute l'âme du champion, puisqu'il a 5 titres à son palmarès. Il a aussi une médaille d'argent au championnat du monde en 2018 à Copenhague. C'est bien sûr Tristan Chervet avec lequel nous avons discuté de plein de choses. On est revenu sur son image un petit peu de bad boy, le fait qu'il ne soit pas sur les réseaux sociaux, plein d'autres choses que nous vous invitons à découvrir tout de suite. Salut Greg. Salut Jean-Fred, épisode spécial aujourd'hui. Ouais, épisode spécial, on est à Berne, on est juste devant le vestiaire du SCB ou la salle de force, parce qu'on a la chance et le privilège d'être avec, je pense, si je dis que c'est celui qui représente le mieux le SCB sur ces 10 dernières années, je dois pas être trop loin de la vérité. C'est 5 titres de champion, c'est un titre de vice-champion suisse, je sais pas si on peut appeler ça vice-champion suisse, mais médaille d'argent avec la Suisse en 2018, c'est Tristan Chervet. Salut Tristan. C'est gentil, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Et c'est le joueur le plus populaire du championnat. Qui l'eût cru il y a 5 ans, non? Exactement. Qu'est-ce que ça fait quand même quand t'es voté? D'habitude, c'était toujours André Sandbull à peu près. Hein, on a l'impression Bully. Et puis là, tout d'un coup, tiens, c'est Tristan Chervet qui est le joueur le plus populaire. Ouais, je dois dire, c'est assez spécial. Je me rappelle quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, bon, allez, une fois de plus, je vais passer à la soirée gala et puis je vais ramener le deuxième prix. Et non, cette fois-ci, c'était vraiment c'était une belle surprise. Je dois dire, ouais, quand même une petite fierté j'avais. C'était quelque chose, qu'on va pas gagner chaque année, mais ouais, je suis fier de l'avoir au moins une fois. Ce côté populaire, justement, quand on se rappelle ton début de carrière, on va pas faire toute ta bio, mais il y avait eu pas mal de charges. On avait l'impression plutôt que tu étais le joueur peut-être le plus détesté, justement, en Suisse. Berne, adoré à Berne et détesté hors Berne, disons. Puis là, tout d'un coup, tiens, toute la Suisse est à peu près d'accord pour dire que, non, il est super, Tristan. Qu'est-ce que je veux dire? Oui et non, je dirais. C'est sûr que je sais que dans des coins de la Suisse, je suis peut-être pas en haut de la liste, je veux dire. Après, il faut pas oublier non plus que Berne a un grand public, donc je pense. Et puis, ouais, on doit aussi dire qu'ils ont surtout eu une grande influence là-dessus. Mais voilà, je pense que je peux dire que c'est vrai, j'ai pu me développer ces dernières années. Et voilà, si c'est un truc qui m'a permis d'arriver jusqu'ici, d'autant le prendre. Les gens t'ont apprécié, j'imagine, aussi sous le maillot de l'équipe de Suisse. Tu parles d'un développement, tu t'es développé, tu t'as aussi progressé en équipe de Suisse. Mais est-ce que tu es le même joueur quand tu as un maillot rouge sur le dos ou un maillot avec un ours? Oui, vraiment. C'est sûr que quand je fais la préparation de match avec l'équipe suisse, il n'y a pas beaucoup qui change par rapport si j'ai l'ours sur la poitrine. Je veux dire, je sais ce que c'est mon style de jeu et c'est vraiment ce que j'essaie d'amener aussi en équipe suisse, d'amener cette énergie et puis de vivre avec les émotions et voilà. J'espère qu'on apprécie et je sais qu'il y a beaucoup de fanatiques qui aiment ça. Donc, j'essaye de faire au mieux mon job avec la croix blanche. Ouais, d'ailleurs, vraiment, les gens, je crois que tout le monde est unanime quand tu portes le maillot national, dire s'il y a l'épithète, c'est vraiment Tristan Chervet, c'est le joueur que les gens apprécient parce que on a l'impression que tu te donnes, c'est pas 100%, c'est pas 110, c'est toujours plus. On a l'impression que tu es capable, toi, véritablement, d'arrêter un puck avec les dents s'il le faut, quoi. Non, c'est clair. Je pense que ça va voir aussi un peu avec ma préparation de match. C'est sûr que j'essaie vraiment de me pousser à la limite. J'essaie de travailler dur avec moi-même, que ce soit aux entraînements, que ce soit au match, au championnat, de toujours vouloir progresser et de s'améliorer. Et voilà, après, je sais que ces genres de joueurs, il y en a peut-être pas beaucoup et qu'il en faut dans une équipe. Donc voilà, je suis fier d'avoir ce rôle et puis comme je l'ai dit avant, j'essaie vraiment de
l'exécuter au mieux possible. Tu sais d'où ça te vient, cette envie permanente d'être toujours à fond, en fait? Difficile à dire. Je me rappelle quand j'avais parlé une fois avec quelques joueurs où j'ai grandi à Fribourg, ils m'ont dit que j'étais jamais un style de joueur comme ça. Oui, énergie, oui, mais pas vraiment à 100% comme ça sur la glace. Donc après, je pense que j'ai grandi un peu avec ce rôle quand j'étais jeune ici à Berne, quand c'était vraiment le point, le main point sur quoi je devais me concentrer dessus. Et voilà, après, j'ai essayé de travailler autour de ça et maintenant, j'espère que j'arrive à amener le paquet complet au mieux possible. Justement, comment on travaille sur ça, d'être un type de joueur et d'amener quelque chose en plus? Ça se travaille durant l'été où tu as plus de temps pour travailler des moves, travailler la technique ou c'est juste au quotidien un mindset qui est différent? Après, je dois dire, tout au début, je pense que le plus important, c'était pour moi de vraiment sentir la confiance que j'ai du club et de vraiment, voilà. Il y a des années où ça va et il y a des années où ça va peut-être un peu moins bien. Et c'est vraiment dans ces moments-là où j'ai senti la confiance et que ça m'a permis de me prendre le temps aussi de travailler. Et après, ben voilà, avant que j'étais en équipe de Suisse, on avait 8 à 10 semaines d'entraînement d'été. Et c'est sûr que pendant toutes ces semaines, tu as vraiment le temps aussi de travailler sur tes faiblesses. Entre-temps, je veux dire, ça a beaucoup évolué aussi. On s'entraîne sur la glace aussi maintenant pendant l'été, donc tu as des domaines où tu peux t'entraîner que tu as peut-être moins le temps pendant la saison. Et voilà, après, pendant la saison, il y a des phases où tu as régulièrement les matchs, donc c'est aussi important de savoir aussi l'équilibre entre donner et prendre. Et après, tu as des phases où tu as peut-être un peu moins de matchs, donc tu essaies de profiter de retravailler un peu plus sur ces choses où tu veux améliorer. Et après, voilà, je pense que avoir une constance, c'est jamais facile pour un joueur de hockey ou quoi que ce soit, surtout sur un niveau comme ça. Donc, c'est vraiment ce que j'essaye de mettre mon point fort là-dessus. Je réfléchissais, je regardais aussi dans l'équipe de Suisse, en fait, on se dit, ben ouais, t'es vice-champion du monde avec l'équipe en 2018 à Copenhague, super aventure. T'es de nouveau de la formation en 2019, mais finalement, c'était 2 seules fois où tu fais un championnat du monde, si je me trompe pas. Alors qu'on a l'impression, bah ouais, il fait partie de l'équipe depuis longtemps, mais c'est finalement presque pas sur le tard, parce que t'avais déjà 26 ans, quoi. Mais que c'était pas quand t'étais tout jeune. Il a fallu attendre un petit moment avant de pouvoir vraiment te mettre dans cette équipe. Voilà, exactement. Pour moi, c'était sûr que voilà, quand j'ai commencé en Liga, j'étais assez conscient de ce que j'apportais, mais je savais que c'était loin d'une place en équipe suisse parce que, je veux dire, voilà, une équipe suisse, ouais, je pense même au jour d'aujourd'hui, c'est pas toujours les meilleurs qui en font partie. C'est des rôles qui doivent être distribués et puis voilà, il y a pas de place pour tout le monde. Je me rappelle après, petit à petit, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire partie des tournois de préparation et voilà, c'est des choses qui te motivent et tu commences à te fixer des autres objectifs. Tu essaies de faire partie de l'équipe finale à la fin, tu essaies de te rapprocher le plus possible et voilà, ça a commencé avec un championnat du monde à Prague où j'ai plutôt vécu en boîte de nuit. J'espérais vraiment que j'allais faire partie de l'équipe et je me suis entraîné vraiment dur aussi à côté là-bas. Et j'espérais qu'un jour, il allait me mettre sur la liste. Et pour finir, c'était Romain Löffel qui est rentré de Dubaï pour le mettre avec toutes les blessures qu'il y avait. Donc voilà, c'était un championnat du monde un peu un petit mix avec mes vacances à Prague. Et après, ça a suivi avec le premier championnat du monde à Copenhague. Et c'est vrai que tu prends goût à ça. Et si tu peux vivre ces moments, c'est des choses que tu as envie de revivre. Et c'est sûr que c'est vraiment une grande fierté d'en faire partie. Il y avait une sorte de frustration de ne pas être appelé avant. Parce que tu as quand même des saisons à plus de 20 points. Tu étais un peu le Leistungsträger ici à Berne. Tu n'étais quand même pas appelé pour le mondial. Tu vivais comment, toi?
Après, c'est sûr, je pense que c'est humain aussi que chaque joueur, à la fin, il espère et se demande pourquoi pas moi et pourquoi lui. Je pense que ça fait partie aussi du business. Après, je me rappelle qu'il y avait une saison où on a gagné le titre ici à Berne et j'avais vraiment l'impression d'être arrivé au niveau où je voulais être dans cette saison et je me suis dit, bon, allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais faire partie de l'équipe. Et là, je me rappelle que j'avais téléphoné avec le fichier en me disant que voilà, si j'avais été éliminé plus tôt pour faire partie aussi un peu des matchs de préparation, ma chance, elle aurait augmenté de participer aux mondiaux. Mais vu que j'étais nouveau et qu'il me serait resté juste 1 ou 2 matchs de préparation, il voulait pas prendre le risque de prendre quelqu'un de nouveau. Donc voilà, comme j'ai dit avant, c'est toujours un peu des détails. Des fois, il faut aussi un peu la chance de ton côté. Des fois, il faut être là au bon moment aussi. Un petit exemple, juste pour dire, la saison d'après, quand j'ai pu faire partie au championnat du monde, moi, personnellement, j'avais pas l'impression d'être au même niveau que j'étais l'année d'avant. Et c'est ça qu'après, je me suis dit, ben voilà, des fois, la chance, elle est là de ton côté. Des fois, tu es là au bon moment. Il y a peut-être une blessure qui arrive sur un style de joueur où toi, tu es concerné aussi. Et c'est toutes ces petites choses après qui peuvent que tu fasses l'équipe ou que tu profites des vacances avec le cocktail dans la main. On a une question de Daniel Bourki qui dit: est-ce que tu choisirais quel titre entre champion de Suisse avec Berne ou champion du monde avec la Suisse? Bon, il se trouve que tu as déjà 5 titres de champion de Suisse avec Berne. Difficile, merci pour la question. Tu m'as marre là. Merci Daniel. Si je peux dire que j'ai eu la chance déjà de vivre 5 titres avec Berne, c'est définitivement le titre avec l'équipe suisse que je prendrais parce que voilà, c'est quelque chose que j'ose pas imaginer la fierté qui devrait avoir. Donc c'est sûr que je le prendrais. Ouais. Bah, d'ailleurs, pour rappeler, quand vous avez fait la médaille d'argent en interview, pour dire aussi aux gens, on l'a déjà dit à ce micro, mais qui c'est qui vient devant la presse après la défaite en finale, hein, je veux pas citer de joueurs, mais il y en a qui sont passés tout droit, la tête basse, on pouvait tout à fait comprendre. Mais à un moment, il faut venir devant la presse pour expliquer. Bah, il y a Tristan Chervec qui vient, il est devant nous, il a l'œil tout mouillé et il a déjà dû faire, je pense, la télé Suisse Rome, enfin la RTS, SRF, parce qu'évidemment, bah, comme t'es bilingue, on te prend là, et bah non, tu viens, tu parles, tu parles avec ton cœur, puis on sentait que t'étais très touché par cette défaite. Enfin, c'était logique, mais ça, c'est un des trucs qui t'a le plus marqué de manière, on va dire, je sais pas si c'est négative, mais où tu te dis, ah zut, là. Non, quand même, c'est sûr. Si je m'en rappelle, j'ai eu 2 situations un peu comme ça. Une, c'était la fameuse saison où on a perdu la finale contre Zurich à 2 secondes et demie de la fin. Et c'est sûr qu'après, en perdant cette finale, je veux dire, si t'es si proche de savoir que tu peux être au sommet, et je m'en rappelle très bien quand on avait cette séance de penalty, j'y croyais vraiment jusqu'au bout. Je me disais, ça va tourner, on en plante un, on en arrête un autre, on en remet un, et puis l'affaire est réglée. Et le moment où tu vois ces Suédois en train de célébrer, et tu sais que voilà, peut-être t'as plus jamais l'occasion de revivre ça, d'être ici. Il y a tout qui jouait. On a vécu un moment, on a vécu des semaines incroyables avec des émotions et après, c'est sûr qu'après, voilà. Je sais que je suis un gars qui est assez sensible aussi un peu par rapport à ces choses et je vais jamais essayer de retenir mes larmes. Je pense que c'est assez humain de pleurer. Voilà, les médias, les gens des interviews, je les apprécie aussi, donc je fais mon job aussi par là. Ça, c'est aussi un détail, mais on l'a déjà raconté à ce micro, mais quand les gens qui ne te connaissent pas voient juste le joueur sur la glace et se rappellent peut-être aussi de certaines scènes, certaines charges qui étaient à la limite, qui étaient au-delà de la limite. Bref, c'est pas la question. Mais ils connaissent pas l'homme Tristan Chervais, celui qui est hors de glace. Et j'ai eu raconté une fois ou l'autre une anecdote, mais ça m'avait marqué. T'étais là pour une interview télé et en fait, avant de commencer l'interview télé, tu vas serrer la main au caméraman et au journaliste. Et ça, c'est des choses que moi, je vois jamais, en fait. Les joueurs, ils sont là, puis on est un peu face à eux. Ouais, c'est un peu comme la caissière à la Migros. Et Dieu sait si j'essaie d'être tout poli avec les caissières à la Migros, mais c'est un peu...
on fait partie du décor, on n'est pas très important. Puis toi, j'ai l'impression qu'il y a une vraie importance de t'intéresser aux gens. On arrive ici, à tu l'humain, demandes comment on va, tu nous souhaites bonne année. Et toi, des fois, tu as l'impression d'être mal connu, disons, pas du grand public, mais que cette image te colle à la peau alors que c'est pas du tout comme ça que tu es. Ouais, je pense que ça va être un thème qu'on en discutera toujours. Disons que, je veux pas aller dans les détails non plus, mais disons que le fan de hockey est le fan d'une équipe. Je comprends tout à fait qu'on supporte sa propre équipe. Et je veux dire, j'étais dans les places debout à Fribourg aussi. J'avais aussi mes joueurs que je détestais chez les adversaires. Et je sais que voilà, j'en fais partie des joueurs un peu qui polarisent. Dû à ma façon de jouer. Et après, c'est sûr que j'ai ma vie privée. Et je sais que dans ma vie privée, c'est tout à fait l'opposé, si je peux le dire comme ça. Mais après, c'est sûr que voilà, des fois, on le souhaite de pouvoir prouver à toute la Suisse comme on est vraiment. Mais en fin de compte, après, voilà, c'est peut-être des fois l'humain qui sort et on se dit, mais attends, on est dans un business là, c'est un boulot qu'on doit faire. C'est pas des nouveaux amis que je dois me faire, c'est pas des amis que je dois me faire à l'extérieur. Je le fais pour mon club, je le fais pour nos supporters. Et à la fin, voilà, c'est des petites choses comme ça, comme tu l'as dit, et que je sais que j'ai énormément de respect pour peu importe qui c'est. Et c'est ma façon de montrer que j'ai ce respect. Et il y a des gens qui le voient et il y a des gens qui veulent pas le voir. Donc voilà. Tu parles d'intimité, nous on rentre pas dans les détails, on n'est pas forcément là-dedans, mais les réseaux sociaux en 2020 et même avant sont tellement importants. On voit beaucoup de joueurs qui ont un compte Instagram, page Facebook, je sais pas si c'est, mais qui sont sur Twitter ou tout. Toi, rien du tout. On a l'impression que tu n'existes pas sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une volonté de te dire, moi, vous me cassez les pieds, j'ai pas envie du tout de ça, justement pour éviter d'éventuelles insultes ou des choses comme ça, ou bien pour te préserver et préserver tes proches? Alors, je vais vous expliquer ça tout simplement. Ma plus belle semaine que je vis dans l'année, c'est si je suis en vacances avec ma copine et si c'est la première fois que je sais pendant une semaine, je peux laisser mon attel dans le trésor de l'hôtel et pas avoir besoin. De un, si c'était possible de vivre le jour d'aujourd'hui sans iPhone, je pense que je serais le premier. Et de deux, voilà, je pense que quand même ça a développé, donc on est obligé de s'adapter aussi. Mais j'ai pas besoin de ça. J'ai mes propres choses où j'aime faire dans la vie. J'ai Facebook que j'ai créé à mes 18 ans, mais je crois que j'ai une vingtaine de photos et ça n'a jamais été une photo où moi j'ai mis dessus. Je sais même pas si je saurais comment le faire. Et oui, j'avoue que des fois, nous aussi, même dans l'équipe, dans le bus, quand on regarde un peu sur Instagram, il y a des joueurs qui sont dessus. C'est vrai que je m'intéresse, c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, tu es beaucoup plus informé, plus vite informé aussi. Et après, je me dis, je crois que je vais le faire une fois et je pense que ça fait 5 ans que je le dis et puis je l'ai jamais fait. Donc, je pense que c'est un truc que j'ai vraiment pas besoin. Je me sens à l'aise comme ça et puis voilà. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens comme ça, mais les gens qui pensent comme moi me comprendront. Il y a aussi un truc qui revient un petit peu, tu parlais des réseaux sociaux et tout. Comment on gère les insultes? Parce que je crois que moi, j'ai assez peu d'insultes au quotidien comme ça. Mais je pense des fois à des arbitres qui se font vraiment hurler dessus. Tu disais dans le public, toi, tu avais aussi des joueurs que tu détestais. Comment on gère? Ça doit pas être simple, quoi. Quand on prend jour après jour, soir après soir, match après match, des volées de trucs, c'est simple à gérer. T'es quand même encore assez jeune, quoi. Je veux dire, c'est vrai que quand j'avais 18 ans, j'avais assez de peine avec ça, j'avoue. Mais je veux dire, voilà, avec les saisons, tu prends quand même l'expérience et tu vis des choses assez régulières. Et à la fin, comme j'ai dit, c'est une vie privée que tu as et c'est la vie professionnelle et il faut que tu fasses la différence. Je me rappelle, il y a un temps où j'ai reçu assez de messages aussi sur Facebook avec des gens qui me critiquaient et voilà, ma façon c'était de leur répondre aussi personnellement.
Et il y a des gens que je leur ai expliqué ce que moi j'en pensais. Et voilà, je suis fribourgeois et j'ai eu des moments où je suis sorti aussi à Fribourg des fois pour aller boire un verre et qu'on m'a pas attaqué, mais qu'on m'a vraiment dit en face ce qu'on pensait. Et c'est ces moments-là après où moi j'essaie de me prendre le temps justement pour parler aussi en face et de savoir aussi pourquoi et comment. Et en général, après une demi-heure, on se boit une bière ensemble et Faut de la c'est sagesse, ça. hein. Voilà, donc c'est ça un peu ma façon. Et après, comme j'ai dit, il y aura toujours des gens qui voudront rien savoir et ça fait aussi partie de la vie. On peut te croiser à l'ancienne gare à Fribourg, c'est ça, de temps en temps boire une bière. De temps en temps, exactement. Et à Fribourg, maintenant, c'est bon. Il y a ce genre de scène, justement, c'est de moins en moins fréquent. On a plusieurs questions d'ailleurs. Hein. Ben, je veux dire, bon, là, on grandit aussi, donc je sors plus, je sors plus comme quand j'avais 20 ans. Mais non, c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que ça a quand même assez diminué. Voilà, je sais que ça arrivera toujours, ça arrivera encore. Je veux dire, je suis quand même dans un club où il y a, c'est l'ennemi numéro 1, donc je dois quand même aussi savoir ce que sont les choses. Et après, comme j'ai dit, je serai toujours le premier à me prendre le temps pour en discuter. Tu dis c'est l'ennemi numéro 1, mais avant, tu nous as dit que tu étais dans les places debout à Fribourg. Si tu disais à cet enfant-là qui est dans les places debout à Fribourg, qui va être l'idole de l'ennemi numéro 1, tu l'aurais vécu comment? Tu l'aurais cru, ça? Ouais, c'est sûr, c'est assez spécial. Je m'aurais jamais imaginé d'être là un jour, donc voilà. Mais je pense que je regrette aucune saison que j'avais jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois que on rentre dans cette patinoire à Fribourg, tu vois ces petits coins et tu vois toutes ces petites conneries que tu as vécues avec tes coéquipiers dans le temps. Donc voilà. C'est une rénovation qui est en train de se faire à Fribourg, donc c'est aussi des souvenirs qui partent et puis voilà. C'est des fois un peu plus positif et des fois un peu moins. Ouais, parce que Tristan, maintenant, c'est devenu Trizou. J'ai l'impression que c'est Einer von uns. Enfin, je veux dire, c'est vraiment la quintessence du joueur bernois. Finalement, c'est drôle de se dire que c'est un fribourgeois. Alors nous, ça nous fait sourire parce que on sait que les guéguerres de clocher sont... Hein, c'est tellement proche. Ouais, ben, je pense qu'avec les années, oui, c'est aussi un peu ce que j'ai réussi sur mon chemin. Tu payes une bière quand tu vas à Berne ou ils t'offrent tout? Non, ben après, c'est sûr, ben, c'est clair que si tu arrives à une fête, ce seront les premiers à vouloir te payer une bière. Mais après, je veux dire, c'est donnant. Donc, j'offrirai un petit Jägermeister. Il y a des fans fribourgeois qui nous ont posé des questions justement sur le club. Ouais, alors, c'était Michael Trigo qui demande, et il y avait eu d'autres questions, bon, j'ai pas noté tout, hein, mais est-ce que tu as envisagé un jour de retourner à Fribourg, ce qui nous permet aussi de parler du contrat de 7 ans, la prolongation de contrat de 7 ans à Berne, qui est la plus longue de l'histoire du hockey suisse. Donc, a priori, ce sera avec un Tintin que tu iras quand tu auras 45 ans, un peu fin de carrière peut-être à Fribourg. Bien non, quand même, là, je sais pas. Salut Michael. Il sera content parce qu'en plus, il a dit même qu'il est supporter de Gauthieron, c'était un de ses joueurs préférés, qu'il adore te voir jouer. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Non, je pense que si tu grandis à Fribourg et si tu as la chance de vivre cette culture qu'il y a de hockey là-bas, c'est quand même un truc assez spécial et je l'ai jamais oublié. Après, voilà, des fois, on choisit pas où on arrive et comment son propre chemin devient. Des fois, ça va plus vite de ce qu'on pense. J'avoue que de sortir par le Dragon à Fribourg, j'aurais jamais dit non. Mais de l'autre côté, ma situation de joueur et ma situation de contrat que j'avais aussi avant de signer et mes possibilités n'étaient pas vraiment idéales de voir une possibilité d'aller là-bas. Et voilà, maintenant, je pense que j'ai quand même eu une énorme chance de pouvoir signer un contrat à long terme ici et je le regrette pas. Justement, alors je sais pas si on peut en parler, mais avant que tu signes ce contrat, Fribourg s'était intéressé à te rapatrier à la maison, c'est juste? Disons que je l'ai jamais vraiment allé laisser aussi loin que
on parlait beaucoup aussi dans les médias et que peut-être on aurait entendu qu'il y a d'autres clubs qui sont intéressés. J'ai pas vraiment eu l'occasion de parler personnellement aussi avec le sportchef, le GM de Fribourg. Mais c'est sûr que voilà, j'y ai réfléchi aussi. Je veux dire, on n'oublie pas d'où on vient. Et comme j'ai dit avant, c'est une culture de hockey à Fribourg qui est assez spéciale quand même. Mais voilà, je pense que voilà, le jour d'aujourd'hui, c'est fait. Le train est passé. Voilà, le train est passé. Après, voilà, on sait que ça va quand même assez vite. On ne sait jamais ce qui arrive aussi, malgré un contrat. Donc, ne dis jamais jamais. Donc, on verra le futur. En parlant de jamais dire jamais, la NHL, Voilà. on a souvent les mêmes idées de questions. La NHL, on dit jamais jamais aussi ou bien qu'est-ce On va rappeler quand même que voilà, tu as été à Ottawa, ils t'ont appelé, mais finalement, on savait que tu allais rentrer à Berne normalement parce que tu n'avais pas de clause de libération. Donc en fait, tu es allé tester un petit peu. Visiblement, ça a plutôt bien marché parce qu'il y a quelqu'un qui nous rappelait, c'est Miguel Piquant, qui nous rappelait que tu avais quand même marqué un but en ridiculisant Mitch Marner, qui est un des joueurs bien payés en NHL avec un contrat à peu près à hauteur de $10 millions. Un but, un assist, bonne impression à Ottawa. Qu'est-ce que tu gardes de ce passage à Ottawa? Est-ce que, s'il y a aussi des questions là, est-ce que tu envisages la NHL? C'est sûr, c'était une expérience incroyable que j'ai pu vivre là-bas. Après, ça revient aussi un peu sur les objectifs que j'en parlais avant, de toujours voilà, fixer de nouveaux buts. Et disons que jusqu'au premier championnat du monde où j'ai pu aller avec l'équipe suisse, la NHL, ça n'a jamais vraiment été un thème pour moi. Mais en ayant fait ce tournoi et en ayant joué contre ces joueurs, je me suis dit pourquoi pas essayer d'avoir une petite chance. Et j'ai essayé de travailler là-dessus et le jour est arrivé où on m'a dit que j'avais l'occasion de pouvoir faire un camp. En même temps, j'avais la situation de contrat avec Berne où j'étais en train de négocier et on était en train de négocier. Et on m'avait clairement dit que voilà, on me laissait partir la première année pour un camp, mais peu importe ce qui se passe, que je devais revenir et que j'aurais une clause pour la saison d'après. Après, j'avoue que je suis parti avec une idée que si vraiment ça allait arriver, que ils allaient fermer un œil et peut-être j'aurais la possibilité de rester. Mais Mais non, Marc Lutti a les deux yeux ouverts. J'ai assez vite compris que le message n'est pas passé du tout. C'est peut-être la faute à Gaëtan Haas aussi qui est parti. Ils se sont dit non, on va quand même pas en perdre nos deux meilleurs Suisses. Non, quand même. Bon, après, voilà, c'est sûr. Mais, oui, en parlant de Gaëtan, c'est sûr que ça avait aussi une raison là-dedans parce que il avait eu l'occasion de pouvoir partir et c'est sûr que voilà, de perdre deux joueurs en peu de temps sans vraiment avoir une solution pour, je comprends aussi côté club que c'est pas évident. Je suis parti là-bas, j'ai essayé de donner le maximum que je pouvais. J'y crois encore aujourd'hui. J'ai quand même 28 ans, je sais que c'est jeune, hein? Ouais, c'est jeune entre guillemets, mais voilà, c'est mon propre chemin que j'ai fait. Et je regrette pas de ne pas l'avoir essayé à 20 ans. Je suis arrivé ici avec ces années de patience que j'ai eues. Je vais essayer de donner un maximum au club. J'ai envie de me faire ma place en équipe suisse pour les mondiaux ici à la maison et de tout donner. Et si les performances et puis le reste va suivre automatiquement. Donc on va te voir potentiellement à Ottawa. En tout cas, s'ils sont de nouveau intéressés, tu pourrais retenter ta chance, puis alors cette fois avec une clause NHL. Bah voilà, c'est ça la question aussi, surtout est-ce qu'ils me veulent encore une fois? Je pense que j'ai quand même eu 2 superbes semaines là-bas. J'ai eu une bonne discussion aussi avec l'entraîneur et j'avoue aussi que c'était pas évident de leur expliquer ma situation de contrat ici en Suisse, que je dois revenir. Ils comprenaient pas vraiment. Mais voilà, comme j'ai dit, je vais travailler dur pour moi-même, pour amener mes performances. Je vais espérer qu'ils m'ont pas oublié là-bas, que peut-être un jour le téléphone sonne. Et si j'ai l'occasion d'aller, pourquoi pas essayer le tout pour le tout. Il n'y a pas encore de contact. On nous a posé la question si tu avais encore des contacts, on va dire, peut-être pas quotidiens, mais en tout cas
régulier avec Ottawa? Non, alors moi personnellement du tout. Voilà, chaque joueur a un peu un agent qui est concerné aussi et qui regarde un peu ces choses. Moi, j'ai mon agent ici, Gaëtan Wazard, qui est aussi en contact avec Alain Roy. L'agent de l'Amérique du Nord. Et je laisse un peu faire eux parce que tu veux quand même te concentrer sur ton job ici. Après, s'il y a eu des discussions, je pense que c'est assez tôt encore. Je pense qu'avec Berne, on a encore un petit peu un boulot à faire si je veux leur montrer l'intérêt de nous. Je pense que voilà, ça prendra encore un petit moment. J'aurais bien aimé te poser une question, celle de Laurent, qui dit parmi les nombreux entraîneurs que tu as côtoyés, lequel t'a le plus marqué de par ses méthodes et duquel tu as le plus appris? Salut Laurent. Je pense que de tous les entraîneurs où j'ai eu, je peux pas vraiment dire que j'ai un où c'était vraiment la crème de la crème. C'était vraiment, tous les entraîneurs étaient vraiment au top, mais chacun m'a amené de sa façon quelque chose pour me développer. J'avais Larry Uras tout au début et comme j'ai dit avant, c'était vraiment à mes 18 ans où il m'a clairement fait comprendre quand je suis rentré dans son vestiaire que je jouais sur cette glace pour aller mettre des charges et rien d'autre. Et Typique Larry, on dirait. Et ensuite, si je me trompe pas, il y a eu le Antti Turmanen et c'est un Finlandais. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à apprendre aussi un peu le jeu avec le puck, qui me disait que voilà, que je devais faire confiance aussi à ma vitesse, à ma force et que c'était pas seulement des charges que je peux faire, mais que je puisse jouer aussi avec le puck. Donc, ça m'a aussi amené un petit truc en plus dans le paquet que j'avais à l'arrière. Ensuite, après, on a eu le boucher, le Guy. Mm-hmm. Donc, je dirais que de tous les entraîneurs, la manière de travailler et la philosophie, c'est vraiment Guy qui était le plus marquant. En rentrant le premier jour dans le vestiaire et en nous disant qu'on n'était pas ses amis, que les amis il en avait assez et que il était notre coach, qu'on devait l'appeler aussi coach, donc c'était assez spécial. Mais là aussi, j'ai eu un peu l'expérience qui est venue de la NHL, un peu le style de jeu qu'ils ont là-bas, qui l'a amené ici et en même temps j'avais quand même déjà un peu plusieurs saisons d'expérience, donc j'ai pu grandir déjà dans un rôle plus important. Entre-temps, il y a eu Lars Leuenberger qui a repris quand le boucher était viré. Lars Leuenberger, je l'avais en junior, donc je savais un peu de quoi m'attendre. C'était un peu disons le Arnaud Delcourteau qui vit avec les émotions et qui essaie de te pousser. Et voilà, et après ça, on a eu le Kari Jalonen qui est arrivé ici. Et je veux dire, je sais pas quand c'est la dernière fois qu'un entraîneur a tenu aussi longtemps ici à Berne. Et ça dit tout aussi sur la qualité de Jalonen. Et c'est vraiment, je dirais, avec lui, ces dernières 3 années où j'ai pu faire le plus grand pas en avant. Que ça soit moi-même en travaillant dur, mais en ayant la confiance aussi du coach, en ayant aussi l'expérience qu'il a vécue pendant toutes ces années avec tous ces joueurs qui te donnent aussi après dans le chemin. Donc voilà, je dirais que tous les entraîneurs, je les ai eus sur différentes phases, que ce soit à mon niveau de jeu ou à mon âge. Mais si je devais en choisir un, ce serait définitivement celui qu'on a maintenant. Il y a souvent une guéguerre, on va dire, entre Finlandais et Canadiens dans le milieu du hockey, dans les philosophies de jeu, on va dire. Toi, tu as connu les entraîneurs justement des deux côtés, avec 2 fois des Canadiens, 2 fois des Finlandais, dans ce que tu nous as raconté. C'est vraiment aussi opposé que ça, les 2 façons d'envisager ce sport. C'est incroyable. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que j'étais habitué à 3 ans de Finlandais ici à Berne, avec les entraînements qu'on fait. Les Finlandais, c'est vraiment beaucoup le flow. Ils aiment bien le rythme de jeu, ils aiment bien construire, ils aiment bien être les 5 joueurs ensemble. Et ensuite, je suis monté dans l'avion pour aller à Ottawa et j'ai eu mon premier entraînement là-bas avec un entraîneur canadien ou américain, je sais même pas ce qu'il est. J'ai cru que je tenais pas l'entraînement. C'était tu fous le puck au fond, tu sprints, tu charges,
tu sprints de l'autre côté pour aller soutenir ton joueur. Et c'est là où j'ai dit, c'est quand même incroyable cette différence de mentalité entre un Canadien et un Finlandais. C'est obvious. C'est Évident. assez, voilà, exactement. Parce qu'il y a des fois un peu cette idée, quand c'est un coach finlandais, on va s'emmerder pendant 60 minutes. Le joueur, il s'emmerde pendant 60 minutes quand il doit jouer pour un coach finlandais? Bah, après, Je dis pas que c'est ce que je pense, hein, mais c'est souvent un peu l'idée préconçue. Bon, j'avoue, je pensais un peu la même chose quand j'ai commencé. Je me disais aussi, quand on avait des Canadiens comme étrangers ici, je me disais, c'est beaucoup mieux qu'un Finlandais ou un Suédois. C'est vrai, oui, le style de jeu, il est complètement différent. Un Finlandais, il adore avoir le puck, il adore pouvoir jouer avec le puck et un Canadien, il dira beaucoup plus vite que la bande, c'est son coéquipier aussi. Donc, juste un exemple pour donner. Donc, voilà. Après, encore une fois, si je parle de moi, ça m'a permis les deux philosophies de pouvoir évoluer mon paquet. Et voilà, on va savoir si on n'aura pas un Canadien dans 2 ans. Est-ce qu'on a encore une question? Oui, on avait une question qui était très intéressante. C'est Raphaël Hibert qui pose cette question. Il dit: que penses-tu du coup de gueule d'Arcobello sur l'axis des instances disciplinaires face à certaines charges assez dangereuses? On va pas dire qu'il y a une charge avec le coude contre Garrett Rowe que tu as fait cette saison, mais il y a eu certaines charges. On a l'impression qu'on comprend pas trop, quoi. Peu importe d'où ça vienne. D'un coup, c'est 5 minutes, puis on se dit, mais non, mais d'un coup, oui, alors les patins décollés, pas décollés, etc. Enfin, on est un peu perdu avec ce qui... Ce qui est toléré et ce qui ne l'est pas, en fait. Est-ce que toi aussi, t'es perdu? Oui et non, je dirais. Des fois, c'est sûr, on en parle aussi avec les joueurs. Tu essaies de réfléchir un peu les situations en tant que joueur. Et à la fin, j'arrive au point où je me dis que en fait, moins j'y pense, mieux c'est pour moi. Mieux je me sens sur la glace sans trop penser. Après, voilà, moi, une chose, je dois dire... c'est sûr que le hockey, il a beaucoup développé. C'est beaucoup plus rapide aussi. Et disons que le fait de toutes ces commotions qu'il y a eu, je trouve tout à fait compréhensible qu'on essaye de vraiment mettre le point fort là-dessus. Après, voilà, je veux dire, je sais comment notre étranger il est. Je connais le Arcobello. Là aussi, je suis honnête aussi en disant, OK, d'un côté, je comprends tout à fait sa façon de réagir, qu'il faut protéger les joueurs, il faut protéger aussi, disons, les top joueurs. Mais de l'autre côté, ça reste un jeu de hockey, c'est un jeu dur et voilà, je pense qu'il y a assez de fanatiques de hockey qui regardent des matchs de foot qui comprennent pas comment c'est possible de faire un tel cinéma. Disons, c'est un grand exemple aussi maintenant chez nous avec toutes ces simulations qu'il y a des fois qui arrivent, même si on le veut pas, mais qui sont amendées et je trouve que c'est une excellente chose parce que faut quand même pas oublier que le hockey est un jeu dur. Moi, j'ai une question que je trouve intéressante. Tu es un gars très sensible, tu l'as dit toi-même. Et on parle de charge. On se souvient, à ton début de carrière, il y avait des trucs qui étaient un peu à la limite. Je pense que même toi, tu es d'accord pour le dire, puisque tu dis que ton jeu a évolué. Est-ce qu'on a des remords, hein? Est-ce qu'à un moment, tu te dis, merde, mais là, j'ai déconné. Faut que j'envoie un petit message au joueur, faut que j'aille le voir à l'hôpital, ou finalement, comme tu l'as dit avant, c'est un business, et on sépare complètement? Non, quand même, je veux dire, à la fin, c'est quand même la santé du joueur qui prend cher. Donc, oui, c'est sûr, j'ai eu des moments comme ça dans mon passé où je me suis dit merde, c'est pas arrivé comme je le souhaitais. Après, j'avoue que mon style de charger des joueurs est un style voilà, je vais pas chercher l'épaule, je vais vraiment aller frontal et voilà, des fois suivant la position de l'adversaire qui est pas idéal, je risque d'arriver au point où je ramasse une suspension. Donc, et où toi, tu peux te faire mal aussi. Hein, et voilà, exactement. Après, voilà, comme j'ai dit,
J'ai vraiment beaucoup analysé parce que j'ai bien reçu aussi les messages qu'on voulait me donner pour en apprendre et voilà, comme j'ai dit avant, ça a assez développé au jour d'aujourd'hui. Donc c'est sûr que voilà, j'essaye de m'adapter le mieux possible, mais après, en tant que joueur, si tu commences à hésiter sur la glace, ça sera là où tu seras la seconde de trop tard chez l'adversaire. Donc, c'est toujours un bon mix à trouver. Nous, les journalistes, on est là souvent, et je dis aussi les suiveurs, à analyser les images. Image par image par image, en se disant, mais est-ce que ça tape le haut de l'épaule, le bas du menton, sur la glace? Comment toi, ou pas sur la glace, mais comment toi tu vois cette surinterprétation, on va dire, d'une charge de hockey? Tu te dis un peu, mais les gars, calmez-vous, ça va tellement vite. Ouais. Comment toi tu vois ces débats là autour, et pas forcément ton cas, mais globalement? Ben alors, dans tout ce thème, je dirais, de ces discussions de charge et tout, le point où j'ai toujours eu le plus de peine à comprendre, c'est quand on commençait à couper des images d'une vidéo en voyant le joueur qui a les patins en l'air ou en voyant que après la charge du joueur, disons épaule contre épaule, et avec un tel choc, avec une telle puissance, c'est automatiquement les bras qui se lèvent. Je veux dire, j'ai rarement vu un joueur qui fait un choc avec une telle puissance où les bras restent collés au corps et après tu commences à couper justement ces moments où le coude est en l'air après la charge et tu commences à discuter là-dessus que c'est une charge avec le coude, où tu vois que le moment de la charge, tes patins sont dessus, mais avec le contact, automatiquement, tu vas lâcher un peu la glace. Et en voyant ces photos, c'est moi, personnellement, toujours quelque chose que j'ai eu de la peine à comprendre. Et après, ben voilà, comme j'ai dit, c'est des choses qui peuvent m'énerver à moi, c'est ces trucs. Après, un autre, il discutera d'un autre truc. Donc, à la fin, je me dis, moins j'en parle, moins j'en sais, mieux je me porte. Alors, on a encore une question. C'est une question d'Olivier Drault qui dit que si tu pouvais effectuer un saut dans le passé, et aux alentours de 11-12 ans, est-ce que tu resterais en Suisse et tu ferais une carrière de pro en National League? Ou est-ce que tu partirais au Canada pour tenter ta chance dans les ligues juniors? Alors, je dirais que je ferais le même chemin comme j'ai fait maintenant. Parce que je me rappelle, quand j'étais à cet âge-là, toute cette envie de partir à l'étranger que nos jeunes ont le jour d'aujourd'hui, c'était inimaginable. On n'en parlait pas. Donc, je dirais que non, je resterai en Suisse, car on a quand même une qualité de vie assez incroyable et un niveau de jeu qui est très, très élevé aussi. Et après, ben, je pense que si je peux reprendre cette question sur aussi le thème de la NHL avec moi, c'est aussi ce qui m'a marqué aussi là-bas quand j'ai pu vivre ces 2 semaines. C'est que je suis arrivé à 28 ans là-bas dans une mentalité assez incroyable. Que j'étais assez surpris. Alors, j'ai eu des choses où je me suis dit c'est assez cool et d'autres choses où je me disais c'est quand même, on peut quand même être fier de ce qu'on a en Suisse. Et si j'étais parti un peu plus tôt, aux alentours de 16 ans ou comme ça, et que j'aurais grandi avec cette mentalité, j'aurais peut-être vu un peu la chose différente. Et c'est une chose que j'ai pu noter après ces 2 semaines qu'il y a quand même une sacrée différence de mentalité ou de vivre, d'être entre ces 2 pays. Est-ce que tu as senti pendant le camp que c'était un peu tout le monde se regarde, puis quand tu as certains postes qui sont pas des postes dévolus aux stars qui, elles, savent qu'elles vont faire l'équipe, mais que justement, le joueur de 3e ligne énergique, le joueur de 4e trio, que tu pourrais prendre sa place peut-être potentiellement lors du camp. Est-ce que tu sentais que c'était la guerre en fait, tout le monde se regarde, on se dit salut, on se fait des sourires, mais derrière on sait que c'est toi ou moi quoi?
Ah non, c'est sûr. Et c'est ce qui était assez impressionnant. Bon, après, je dois dire, je me suis quand même préparé aussi sur ça parce que je le voyais arriver. Et pour moi, il n'y avait aucun problème de vivre comme ça pendant ces semaines que j'étais là-bas. Je me dis, je suis pas allé là-bas pour me trouver des nouveaux amis. Mais c'est sûr, je veux dire, j'ai très vite vu le joueur qui a déjà fait 6 ou 7 ans dans la Ligue nationale avec son contrat qui est un peu plus relax. Ou bien alors le joueur qui est en train de se battre pour la même place avec toi, que tu déjeunes le matin et que tu espères qu'il te prenne avec la voiture à la patinoire, mais qu'il te laisse prendre le bus pour qu'il est avant toi à la patinoire. Donc, oui, il t'envoie la fausse patinoire, il te prend, puis il te dit, c'est là, voilà, je vais garer la voiture. Mais... Exactement. Donc, non, c'est quelque chose que j'ai extrêmement senti. Mais voilà, comme j'ai dit encore une fois, c'est un business et on sait comment ça se passe. On a juste parlé de Gaëtan Haas avant comme ça, et je me dis, comment tu juges ta saison? Parce que, honnêtement, hein, si on avait dû parier, on nous dit, Tristan Chervet, Gaëtan Haas, lequel aura le plus de chance, sans parler de contrat et tout, on se serait dit, ouais, bah, à Ottawa, avec pas une équipe qui est flamboyante, joueur énergie, qui coûtera pas trop cher, ouais, potentiellement plutôt Tristan. Puis finalement, bah, alors il y a le contrat, mais Gaëtan, il a réussi à se tailler une place. Est-ce que tu es surpris? Non, pas du tout. Encore une fois, c'est vraiment incroyable qu'il a l'occasion de pouvoir vivre ça. Gaëtan, c'est un joueur tellement intelligent et il a des qualités qui sont incroyablement importantes dans une équipe. Et je pense que c'est ce qu'à Edmonton, ils ont pu comprendre. Et on a vu que voilà, dès le début, on lui a donné la confiance. Et je sais qu'en ayant parlé aussi avec beaucoup de joueurs, entre autres aussi dans notre équipe, beaucoup me disaient, voilà, il va commencer, on va le mettre en bas, on va pas savoir exactement combien de temps ils vont le laisser en bas, et puis peut-être un jour, on va le rappeler. Et non, pas du tout. On l'a mis en bas pour 3 ou 4 jours et on l'a repris en haut. Et puis depuis, il fait son boulot. De temps en temps, on s'envoie des messages. C'est vrai que... Tu dis, cochon, il est beau ton but. Exactement. En parlant de ça, je l'ai félicité parce que il m'a rendu un peu jaloux parce qu'ils ont le All-Star Break là. Alors il m'a demandé des conseils pour partir au Mexique. Donc il sera au Mexique à la plage avec sa copine pendant que nous on est en train de transpirer sur la glace. Bon, on est arrivé au terme de cet épisode spécial. On a un prochain qui est pour tout bientôt également. Là, ça s'enchaîne. Avant les playoffs, on a un peu de... Tu nous fais du teasing. Je fais du teasing, surprise du côté de Lausanne. En tout cas, on a été très heureux de passer ce moment avec toi, Tristan. C'était très attendu. Donc, ça a répondu à nos attentes, en tout cas. J'espère celles de nos auditeurs aussi. Et d'ici le prochain épisode, la semaine prochaine, vous pouvez nous écouter, SoundCloud, Spotify, etc. Interagir avec nous, Twitter, Instagram, Facebook. Puis qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite de cette saison? Le titre? Ouais, c'est viser un peu haut en ce moment. Décrocher une place en play-off. Je pense qu'avec ça, je suis assez content. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Tout bon. À bientôt. À bientôt.